Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bonjour Siam. Bonjour Marie. Bienvenue dans Girls Power pour un épisode qui est un peu différent, un peu particulier parce que pour une fois il n'est pas enregistré en live dans la librairie au comptoir des mots, because le confinement. Mais je pensais quand même que ce serait intéressant de discuter avec toi parce que tu es la créatrice et animatrice entre autres du podcast Génération XX. Alors justement, je voudrais commencer par ça, par la création du podcast Génération XX. Est-ce que tu peux nous raconter quelle était l'idée derrière la création du podcast ? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Marie. Je suis ravie de parler à ton micro. La création du podcast, donc c'était en 2016, parce qu'en fait j'ai lancé officiellement le podcast le 1er février 2017, mais j'ai eu l'idée en 2016 et j'ai enregistré en fait les 5 premiers épisodes en 2016. Et en fait c'était un moment où je venais d'être diplômée, donc j'ai fait une école de commerce, donc j'étais diplômée de l'EM Lyon et je venais de terminer de quitter un CDI. Je bossais dans le e-commerce entre Paris et Lagos au Nigeria. Donc absolument rien à voir avec l'univers du podcast ou des médias. Mais justement, les médias, ça a toujours été un domaine que j'ai bien aimé. Moi, à la base, je voulais bosser dans le ciné. Donc j'avais fait un stage dans le ciné. Puis en fait, je m'étais rendu compte que ce que ma formation d'école de commerce me permettait de faire, c'est-à-dire d'être plutôt côté... finance ou marketing ou quoi, m'intéressait moins dans l'univers de la culture du ciné et que finalement je me retrouvais plus dans le côté production ou même, je me voyais bien scénariste ou plus dans le côté création. Donc du coup j'avais mis ça de côté et puis pour finir mon diplôme etc j'avais donc bossé dans le e-commerce et bref, donc on est en 2016, je quitte cette boîte, je suis fraîchement diplômée et je me pose pas mal de questions sur ce que je vais faire après. Et j'ai une ancienne collègue qui me propose de monter une boîte avec elle. Ce que moi, j'avais pas forcément envisagé de créer ma boîte un jour. Mais je m'étais dit pourquoi pas. Et donc, du coup, j'avais commencé un peu à explorer un peu des histoires de gens qui avaient monté leur boîte, etc. Et c'est à ce moment-là que je commence notamment à écouter des podcasts américains dans lesquels, justement, des gens racontent leur parcours, les hauts, les bas, comment ils ont créé leur projet, etc. Et en fait, ça m'aide vachement parce que ça m'aide à me poser les bonnes questions et à me dire, non mais attends, est-ce que tu as envie de monter une boîte ? Est-ce que tu as envie de monter une boîte avec cette personne ? Est-ce que vous êtes alignés sur votre vision de la réussite ? Est-ce que vous êtes alignés sur votre rapport à l'argent ? Sur qu'est-ce que c'est un échec ? Enfin, bref, tout un tas de questions comme ça. Finalement, il s'avère que j'ai pas monté cette boîte avec cette ancienne collègue et que je me suis dit, en fait, ça m'a vachement aidé à justement me poser les bonnes questions. Donc, pourquoi pas moi aussi créer un podcast dans lequel, pareil, je vais aller donner la parole à des personnes qui ont monté des projets. Donc, c'est parti vraiment d'une envie très naïve, innocente, je veux dire avec aucun projet derrière, mais juste de me dire, ce truc que j'ai écouté en anglais est trop cool, ça existe pas trop en français. Enfin, à l'époque, évidemment... Il y avait tous les programmes de radio françaises qui étaient disponibles en podcast, mais il n'y avait pas encore de podcast natif indépendant. Et donc du coup, l'idée est venue comme ça, et assez rapidement, je me suis dit dans cette phase où je me posais pas mal de questions, etc., j'étais allée à des événements avec des femmes entrepreneurs. Et je trouvais que très souvent, c'était assez binaire ce qu'on nous donnait à voir. C'est-à-dire que soit on nous montrait des Wonder Woman qui avaient tout réussi sur tous les plans, une famille parfaite, un business parfait, un appartement parfait, enfin tout parfait, quoi. Oui, exactement. Et je trouve que c'était hyper compliqué de se projeter là-dedans. Enfin, je veux dire, tant mieux pour ces femmes-là, mais enfin, je veux dire, je trouve que c'est ce qu'on se disait quand on avait discuté ensemble. Le fossé est trop grand entre là où toi t'en es et là où ces personnes-là elles en sont. Et donc il y avait soit cet extrême-là, soit c'était on ne parlait que des difficultés des femmes en disant les femmes se mettent des barrières, les femmes ont le syndrome de l'imposteur, les femmes ne lèvent pas assez d'argent, les femmes ceci, les femmes cela.
un peu un côté victime. Et donc je me dis, bon, je pense qu'entre les deux, il y a quand même tout un tas de femmes qui juste font des trucs. Et d'ailleurs, ne le font pas d'une telle façon parce qu'elles sont des femmes. Tu vois, j'avais en fait assez vite du mal avec ce côté justement femme entrepreneur ou entrepreneuriat au féminin. Enfin, tu vois, j'ai toujours du mal quand on genre comme ça un truc et qu'on essaye absolument de trouver des caractéristiques communes parce que ce sont des femmes qui font un truc alors qu'on s'est jamais posé la question de l'entrepreneuriat au masculin ou de... Bon, bref, voilà. Et donc, je me suis dit, en fait, dans ce podcast, pourquoi pas justement donner la parole, je sais même pas pourquoi pas, c'est ce que j'ai fait, donner la parole à des femmes qui montent des projets. Je voulais prendre ce truc d'entrepreneur au sens très large, de juste avoir un projet qui soit... d'entreprise, associatif, artistique, un truc qu'on fait à côté ou un truc qu'on fait au sein de pas son emploi. Forcément. Au début, c'est parti comme un truc professionnel, mais finalement, très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était toujours l'imbrication entre le perso, le pro, et finalement, juste, qu'est-ce qui t'anime dans la vie, et quand t'as un projet, qu'est-ce qui fait que tu vas le faire, que tu vas aller au bout, ou en tout cas que tu vas essayer de le faire, et si tu te plantes, pourquoi tu te plantes, et comment tu rebondis, et est-ce que c'était grave de te planter, enfin, bref, toutes ces questions-là, en fait, que moi, je me posais à ce moment-là. Et donc, c'était hyper important pour moi de mettre en avant des femmes parce que je trouvais que la façon dont elles étaient mises en avant dans la plupart des médias, comme je te disais, c'était souvent très binaire et finalement sans complexité et sans nuance, donc c'était pas très intéressant. Et ça, c'était quand elles étaient mises en avant. Et il y avait aussi tous les moments où elles n'étaient de toute façon pas mises en avant. Et je me disais, il y a clairement un manque de visibilité qu'il faut aussi combler. Donc après, voilà, depuis 4 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais en tout cas, c'était ça, l'impulsion de départ. Et donc, quand il a fallu trouver un nom, et effectivement... j'ai trouvé ce truc de génération XX pour un peu parler de cette génération de femmes qui, peu importe que t'aies finalement 20 ans, 16 ans, 80 ans, et je dis 80 ans parce que j'ai reçu une femme de 80 ans dans le podcast, ou 50 ans, il y avait cette espèce d'envie de faire des choses, et peu importe finalement qu'on soit... peu importe son âge, son genre, la ville où on habite, quand on a un projet, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de lui donner envie? Et la dernière chose que j'avais en tête quand j'ai lancé le podcast, c'était que pour moi, c'était hyper important de dire que ces femmes que je reçois dans le podcast, c'est pas des rôles modèles. Enfin, en fait, j'ai un peu du mal avec ce côté... il faut qu'on ait des modèles. Enfin, non, en fait, l'idée, c'est juste de dire, voilà, plein de femmes qui ont fait plein de trucs. Et si vous êtes une femme ou un homme qui a envie de faire des trucs, inspirez-vous de ce que vous entendez, prenez ce que vous avez à apprendre, ou ne soyez pas d'accord, et construisez votre propre chemin, votre propre parcours. Et il n'y a pas de définition plaquée de la réussite, et il n'y a pas une façon d'être une femme, et il n'y a pas une façon d'être une entrepreneur ou quoi. Non, en fait, il y a juste des parcours de vie, des singularités, de la complexité, de la nuance, et c'était tout ça que j'avais en tête quand j'ai eu l'idée du podcast. Donc voilà comment c'est né. Et du coup, c'est le format, tu vois, d'interview comme ça, c'était venu en fait assez vite parce que c'était venu en même temps que l'idée du contenu. Finalement, tu as eu la forme et le fond. Complètement. En fait, j'ai vraiment adoré ce format de podcast parce que je trouvais que tu pouvais avoir accès à du contenu riche et long tout en pouvant faire autre chose. Parce que, quand t'écoutais un peu, moi, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, je les écoutais dans le train pour aller chez mes parents, dans le métro ou quoi. Donc, je trouvais que c'était génial d'avoir, de pouvoir occuper ces temps-là avec un contenu qui est long. Je trouvais aussi que pour avoir accès au parcours de quelqu'un, il fallait donc que ce soit du temps long. Et je trouvais aussi qu'il y avait énormément de valeur à ce que ce soit la personne elle-même qui le raconte versus, par exemple, un article ou tu vois, un portrait ou une interview papier où tu perds forcément un peu de l'intime, de ce qui se passe dans une conversation. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas d'image, quand bien même j'adore l'image, tu vois, je te disais, j'avais envie de bosser dans le ciné, ça permettait aussi de se concentrer uniquement sur les mots et de ne pas être déconcentré, notamment par l'apparence de la personne, par, comment elle est habillée, comment elle est maquillée, comment elle est coiffée, etc. Et en fait, même pour les personnes que je recevais dans le podcast et que je continue à recevoir, c'est hyper sympa parce que tu viens comme tu es et il n'y a pas il faut être bien coiffé, il faut être sous son bon profil ou quoi. Enfin non, en fait, juste tu parles, tu racontes, tu dis ce que tu as à dire avec tes propres mots. Et le fait que ce soit une conversation que je ne coupe pas, ça fait aussi que il y a quelque chose de très intime et de très brut c'est ta façon de raconter ton parcours, ton histoire avec tes mots. Et moi, je suis juste là pour être une plateforme pour que tu puisses le faire, quoi. Mes questions, elles servent à
te permettre avec tes mots de raconter ton histoire. C'est pas moi qui vais la raconter à ta place via un article ou via autre chose. Donc voilà, je trouvais que le format de conversation et surtout l'audio, le podcast était pour ça parfait, quoi. Est-ce que tu t'es formée d'une certaine façon avant de le lancer, tu vois, parce que du coup, t'as quand même créé le podcast, du coup ça sous-entend que t'as créé Indie Crew aussi, t'as acheté le matos, être intervieweuse, enfin tu vois, est-ce que comme dans la gestion, enfin dans la création du projet, est-ce que t'as eu un temps de formation? Pas du tout. C'est vraiment parti de juste l'envie de le faire. La curiosité aussi fait que c'est un très bon élément pour préparer des interviews parce que en fait moi à chaque fois que je reçois une invitée je lis tout ce que je peux trouver sur elle sur internet, j'essaie de regarder les questions qu'on lui a déjà posées et du coup d'essayer de poser d'autres questions. Et tu vois, par exemple, il y a plusieurs invités qui m'ont dit ah mais t'as trop préparé et tout, et je me dis oui, j'ai l'impression que c'est la base de préparer l'interview et de faire ses recherches avant, mais donc apparemment ça ne l'est pas forcément à chaque fois. Donc je pense que sur le côté interview, la curiosité m'a beaucoup aidée, de savoir aussi au fur et à mesure, en fait, ma ligne éditoriale et ce que je voulais tirer des interviews, elle s'est affinée. Donc en fait, quand tu commences à dans ta tête savoir un peu plus ce que tu vas chercher dans chaque conversation, ça t'aide aussi à trouver le bon fil conducteur, à savoir où est-ce que tu veux emmener la personne, etc. Donc je dirais que le côté interview, il s'est affiné au fur et à mesure, mais que c'était quand même porté par de la curiosité. Et après, surtout le côté production, micro, etc. Je me suis pas du tout formée. J'ai fait en faisant. J'ai appris en faisant plutôt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu l'idée du podcast, je me suis dit bon, est-ce qu'il y a des gens qui font du podcast en France? Et à l'époque, en juin 2016, j'avais vu que Joël Ronez allait lancer Binge Audio. Et donc du coup, je l'avais contacté sur LinkedIn de manière totalement innocente en lui disant « Bonjour Joël, j'ai une idée de podcast, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Et donc comme c'est le tout début, il n'était pas encore, j'imagine, aussi occupé que maintenant. Enfin, quoique les lancements, ça se prépare, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Et donc on avait pris un café ensemble et je lui avais raconté mon idée, il avait bien aimé et tout. Et du coup, il m'avait prêté un micro, un Zoom en fait. Et il m'a dit si tu veux enregistrer un pilote et puis tu vois. Et en fait j'ai enregistré un premier épisode et donc après je voulais lui rendre le micro et il était occupé et tout, donc je crois que j'ai gardé son micro 6 mois et j'ai enregistré d'autres épisodes comme ça. Entre temps j'ai aussi rencontré Lorraine Bastide avant qu'elle lance La Poudre. Je l'ai rencontrée en septembre 2016, donc 3 mois avant. J'avais rencontré son assistante à l'époque, Zisla, et son associé Julien. Et pareil, on avait discuté. Lorraine, du coup, avait écouté mes 2 premiers épisodes qui n'étaient pas encore sortis, mais que j'avais enregistrés. Donc, il y avait un petit côté, le milieu du podcast indépendant commençait un peu à naître. Et donc, du coup, moi, j'avais rencontré quelques acteurs à ce moment-là. Donc, du coup, d'échanger, ça t'aide aussi. Donc, après, finalement, j'ai produit le podcast de manière indépendante. J'ai fini par rendre son micro à Joël. Et après, je sais plus quel micro j'utilisais, mais il s'est passé un truc marrant, c'est qu'à l'époque, il y avait un podcast qui s'appelait je sais pas s'il existe encore, mais qui s'appelait le Podcastor. Et en fait, c'était un studio qui était basé, je sais plus où, mais loin de chez moi, 1h15 de chez moi, et je vais dire après pourquoi est-ce que je le précise. Qui faisait ce truc-là. Et en fait, ils avaient un studio, ils faisaient des radios institutionnelles, et c'est aussi un studio qui fait, par exemple, la musique pour les Monoprix. Ils font les playlists de musique pour les Monoprix, etc. Donc bref, ils avaient ce podcast qui s'appelle le Podcastor, dans lequel ils faisaient des reviews, ils parlaient des podcasts qui sortaient et ils donnaient leur avis, etc. Et donc, ils avaient donné leur avis sur Génération XX et ils avaient dit, donc ils avaient bien aimé, et ils avaient dit, mais le son, il est pas... je sais plus ce que ça veut dire exactement. Le son est pas foufou. Siam, si tu nous écoutes, on peut te prêter des micros, un truc comme ça. Et donc moi, je leur avais écrit en leur disant trop sympa, trop sympa. Je suis trop chaude pour que vous me prêtiez des micros et tout. Et donc du coup, ils ont été super sympas pendant quelques mois. En fait, à chaque fois que j'avais une interview, j'allais du coup donc à 1h15 de chez moi chercher les micros. À chaque fois, j'avais l'impression d'être Franklin la tortue, que j'avais un sac qui était 10 fois plus gros que moi. Et j'allais chercher les micros, je faisais mon interview et après je leur rendais les micros et tout. Et puis après, vu que j'ai monté ma boîte et qu'après j'ai commencé à monétiser le podcast, j'ai commencé à avoir de l'argent sur ma société et j'ai pu ensuite investir dans des micros. Donc voilà, ça a été tout un process, mais je me suis pas formée, mais je pense que la curiosité et l'envie de le faire ont fait que du coup, j'avais de l'énergie pour apprendre en faisant pareil pour le montage. Tu vois, il y a plein de tutos sur YouTube, sur Internet. Oui, voilà, quoi. Je sais.
Est-ce que tu as commencé à l'évoquer déjà quand tu parlais de la création de Génération XX, mais est-ce que justement au moment tu réalisais à quel point donner de la visibilité aux femmes c'était politique? Non, je pense pas que je m'en suis rendu compte au départ. Parce que, comme je te disais, c'était quelque chose une démarche assez innocente et juste de me dire, tiens, quelque chose qui, moi, m'a aidée n'existe pas, il faudrait que je le crée et voilà, et on verra. Et en fait, quand j'ai lancé, ça a pris assez rapidement parce que du coup, je me suis retrouvée à lancer Génération XX en même temps que d'autres podcasts indépendants. Donc, je parlais de La Poudre tout à l'heure qui s'est lancé en décembre 2016. Moi, j'ai lancé en février 2017. Après, il a commencé à avoir les couilles sur la table. Il y a eu plein d'autres podcasts et notamment des podcasts montés par des femmes. Et donc du coup, tu vois, je me rappelle, il y avait Valentine Signé qui est journaliste et qui à l'époque, faisait une pige pour Combini et qui m'avait écrit en me disant, je prépare un article sur les podcasts montés par des femmes, est-ce que je peux t'interviewer? Moi, j'étais trop contente d'apparaître dans cet article et en plus avec d'autres podcasts que je trouvais super. Donc il y a eu cet engouement et donc du coup le podcast a commencé à prendre de l'ampleur. Et je pense que c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte que effectivement en fait, le choix de tes invités compte, les messages que tu vas faire véhiculer, que tu vas véhiculer, à travers tes questions sont importants. Qu'en fait, toute ta démarche, en fait, est politique. C'est-à-dire qu'il y a tes invités, il y a le fait que ce soit des femmes, mais il y a aussi, comme je te disais, donc, les questions que tu vas poser. Il y a aussi comment est-ce que tu vas les choisir aussi en termes d'âge, de lieu, de profession, de vision, tous tes choix, en fait, expriment au fur et à mesure ta vision de la société, et donc c'est en ça que c'est politique. Mais ça, je m'en suis pas du tout rendu compte tout de suite. Et finalement, je pense que c'était assez... je vais pas dire assez tard, mais tu vois, j'ai lancé en février 2017, je pense que toutes ces réflexions-là... je sais pas en fait, j'arriverai pas à dire quand, mais en tout cas c'était pas au début. Il n'y a pas eu un déclic, il y a eu un épisode où ça s'est fait petit à petit? Je pense que ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait petit à petit, ça se fait aussi quand tu commences à voir que... Alors après, c'est pas politique, mais c'est plus quand ton podcast marche bien et que là, tu commences à être vachement démarché parce que les gens ont envie de passer dans ton podcast. Et là, alors là, c'est pas politique, mais juste tu te rends compte du pouvoir que t'as. Tu te rends compte que, effectivement, parce que tu vois les chiffres d'audience, mais... Au début, c'est pas concret, quoi. C'est compliqué. Mais quand tu commences à faire des événements, que les gens viennent, quand tu commences à recevoir de plus en plus de messages de gens qui écoutent le podcast, quand tes invités, elles te disent de passer dans ton podcast, ça a eu plus de répercussions pour moi que quand j'ai fait telle émission télé. Tu vois, je pense à Axel Tessandier, par exemple, qui m'avait dit ça plusieurs fois. Je trouvais ça fou. D'autres invités qui parlent, ils vont te dire, en fait, je suis passée dans ton podcast et derrière, ça m'a ramené ça, ou derrière, j'ai recruté telle personne, ou des gens qui ont écouté et qui te disent, ça a eu tel impact dans ma vie. Enfin, là, tu commences à t'en rendre compte. Quand effectivement tu reçois des demandes de gens qui veulent passer dans ton podcast, mais comme on en parlait toi et moi, comme pour Girls Power, quand t'as des maisons d'édition qui te contactent pour que leurs autrices passent dans ton podcast, c'est que tu te rends compte que ah oui, en fait t'as une audience et que ça a du poids. Donc là tu te rends compte de ton pouvoir, et je pense que c'est dans un autre temps que là tu te rends compte du côté politique et que tu te dis ah oui, donc en fait si j'ai une audience, ça veut dire que j'ai du pouvoir, et si j'ai du pouvoir, comment je l'utilise, et donc qui je fais passer. Donc tu vois, c'est plus dans le temps après de s'être rendu compte que waouh, t'as du pouvoir et que t'as de l'audience. Je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Justement, tu parlais des médias. À ton avis, c'est quoi le rôle des médias dans l'évolution des questions qui sont liées à la société ? Par exemple, sur les femmes, tu vois, sur les inégalités. Est-ce que les médias, ils ont leur rôle à jouer, ou est-ce que tu penses qu'il faut s'en tenir à l'actualité et du coup, on crée nos propres médias pour parler de ces questions-là ? C'est un sujet hyper intéressant et dont on m'a souvent parlé parce que justement, tu vois, tout à l'heure je te disais qu'il y avait pas mal de podcasts qui ont été créés par des femmes parce que justement en réaction souvent au manque ou à l'absence d'espace de parole qui soit nuancé, avec de la complexité, où on prend le temps d'écouter les femmes, et où pas juste on les invite parce que c'est la journée des droits des femmes, et encore on va dire journée de la femme, et enfin bon bref, voilà, tu vois, genre ces espaces-là sont clairement pas suffisants, et en plus on la façon dont on interviewe les femmes à ce moment-là est bon, voilà, pas très poussée. Donc je pense que du coup en réponse à tout ça, il y a eu effectivement
nouveaux médias qui se sont créés. Je pense que c'est pas un hasard que le podcast est particulièrement, servi à ça, parce que justement le temps long, parce que la parole qui n'est pas déformée, parce que la conversation aussi qui permet, dans beaucoup de podcasts qui sont justement pas édités, on coupe pas les gens, on leur laisse le temps de parler. Je pense que tout ça, c'est pas un hasard finalement que ce soit le podcast notamment qui ait permis tout ça. Donc là-dessus, c'est clair que le fait de créer ces médias à côté des gros médias existants qui traitent pas les questions dont on a envie, sur lesquelles on a envie de s'exprimer, existe, c'est hyper important. Mais je pense aussi qu'après, c'est évident que les médias qui eux ont plus d'audience, plus de portée, etc., doivent évidemment s'emparer de ces questions-là. Et il faut que les propos qui sont dits dans ces médias entre guillemets alternatifs trouvent de l'écho dans des médias qui ont plus de portée, parce que sinon, c'est une question que je me pose souvent, c'est à qui tu t'adresses. Est-ce que tu t'adresses à des convaincus? Est-ce que tu t'adresses à des gens qui vont apprendre des choses? Et je pense que, ou est-ce qu'il faut que justement t'ailles parler à des gens qui connaissent pas ces sujets-là, c'est pas facile en fait, parce que je trouve que dans le média, il y a tu parles d'un sujet, mais à qui t'en parles aussi? Donc je sais pas. Je pense que pour répondre à ta question, parce que je m'éparpille, mais je pense que la responsabilité des médias, elle est évidemment de capter l'air du temps. Et quand il y a des sujets qui demandent à être creusés, quand il y a soit parce que on voit justement d'autres médias qui se créent pour parler de ces sujets-là, évidemment qu'on doit s'emparer et évidemment qu'on doit traiter les questions, et surtout qu'on doit analyser comment est-ce que ces sujets-là sont traités. Enfin, tu vois, cette histoire de nuance, de complexité, de temps long, je pense qu'elle est fondamentale dans la parole qui est donnée aux femmes, parce que c'est ça ce que beaucoup de personnes qui ont monté des médias alternatifs, quand je dis alternatif, c'est-à-dire un média qui n'est pas TF1 ou BFM TV ou un grand journal, c'est parce que la parole non seulement la parole n'était pas donnée, mais en plus, quand elle était donnée, elle n'était pas donnée de la, entre guillemets, bonne manière pour que les paroles puissent s'exprimer. Et du coup, je pense que ensuite, si les gros médias se disent, ah, ok, il y a plein de médias qui parlent des femmes, cool, on va parler des femmes. Ok, mais il faut prendre le truc dans l'ensemble, c'est-à-dire que il s'agit pas juste de parler des femmes, il s'agit de parler des femmes et de le faire déjà en ne disant pas la femme, mais en explorant ce que ça veut dire d'être une femme, en invitant différents types de femmes, en allant creuser justement la nuance, la complexité, en se disant inviter par exemple, je sais pas, faire 50% de femmes sur un plateau, c'est bien, mais si finalement tout le plateau n'est que des personnes blanches, tiens, est-ce qu'il faudrait pas se poser la question? Donc en fait, je pense que le rôle des médias, il est à la fois de traiter des sujets, mais aussi de réfléchir à comment on les traite et d'aller plus loin dans juste on traite le sujet. C'est d'ailleurs tout ce que les associations ont voulu faire, par exemple, quand on a parlé des violences faites aux femmes, d'utiliser tout ce qu'il y a eu sur le fait de pas dire un crime passionnel, mais de dire que c'est un meurtre, de dire que c'est un féminicide. Donc il y a le fond et la forme en fait. Voilà. Je pense que pour résumer ce que je pense, c'est que oui, les médias ont une responsabilité de parler de ces sujets de société sur le fond, en faisant attention au fond et à la forme. Avec Génération XX, tu as exploré les différentes notions de succès, de réussite, de ce que c'est l'échec, mais aussi de confiance en soi, de sentiment d'imposture. Comment est-ce que tu penses, avec le recul d'avoir fait justement, d'avoir recueilli autant de paroles et d'avoir exploré les questions, et d'avoir vu du coup plein de femmes différentes s'y confronter, comment est-ce que tu penses qu'on peut justement combattre ou diminuer ou gérer l'autocensure et le sentiment d'imposture, que ce soit envers soi-même quand on constate qu'on y est confronté, mais aussi envers les autres? Écoute, j'adorerais avoir alors un plan en 3 parties. Alors, avec la recette, une pincée de non. En fait, on en a discuté ensemble. C'est que le truc, pour te paraphraser, c'est un millefeuille. C'est-à-dire que j'adore quand on me cite.
Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que en fait, c'est des tas de couches d'éducation, de croyances, de choses qu'on lit dans les médias, de choses qu'on voit à la télé, de plein de choses, bref, qui en grandissant qu'on doit apprendre un peu à se détacher de certaines choses. Donc je pense que déjà la première façon d'attaquer ce sujet-là des croyances limitantes, du syndrome de l'imposteur, etc., c'est peut-être déjà de s'en rendre compte et de verbaliser le truc. Je pense que déjà, d'identifier le concept, de savoir qu'on n'est pas seul, et je dis seul eux ou seul au masculin à le ressentir, c'est déjà beaucoup. Parce que déjà, ça enlève le fait de se dire « Ah, c'est moi qui suis nul » ou « C'est moi qui ai peur » ou quoi. Non, bon, déjà, il y a un concept qui existe, donc déjà, ça veut dire qu'on est beaucoup. Déjà, c'est le premier truc. Donc déjà, ne pas se sentir seul. Et 2, avoir un mot pour le dire, ça permet aussi d'identifier quand on est face au problème. C'est-à-dire que si on a envie de faire tel truc, mais on se dit non, je suis pas légitime ou quoi, là on peut se dire ah tiens, et c'est peut-être ça que je suis en train de ressentir. Donc déjà, ça permet pas d'amoindrir le problème, mais un peu quand même de se dire ok, je connais ce truc, d'accord. Et donc déjà d'essayer aussi de s'auto-convaincre, de se dire bon c'est normal de ressentir ça, je ne suis pas la seule. Allez, et si on dépassait ça? Et après, c'est trouver progressivement les ressources en soi et aussi auprès d'autres personnes qui peuvent servir de soutien, de se dire si en fait on est capable de le faire. Donc soit il y a ça, soit il y a aussi le fait de se dire en fait au bout d'un moment peut-être que tout le monde est finalement illégitime, ou peut-être que tout le monde, en fait, de se dire aussi que tout le monde a une sorte de première fois dans quelque chose. Enfin, je veux dire, en fait, souvent, on croit qu'on pourrait être plus prêt à un moment donné, ou qu'on pourrait, je sais pas, ou qu'il y a des gens qui ont plus de connaissances, ou qu'il y a des gens qui ont... Oui, enfin, bon, à un moment donné, même si on a plus de connaissances, ou même si on a plus d'expérience, le jour où on va faire pour la première fois quelque chose, on va le faire pour la première fois. Enfin, je veux dire, je sais pas, quelqu'un qui a fait 10 ans d'études de médecine, à un moment donné, il va bien falloir qu'il opère son premier patient, enfin, alors qu'il est légitime puisqu'il a un diplôme, mais il faut bien qu'il commence quelque part. Donc voilà, je dirais qu'il y a ces deux choses-là. Dans tous les cas, déjà, de savoir qu'on n'est pas seul et d'identifier les blocages, c'est déjà beaucoup. Et puis après, soit on se dit je le dépasse, soit on se dit en fait c'est juste un passage obligé. Enfin, c'est même pas que c'est un passage obligé, c'est juste que c'est la nature d'être à un moment donné pas légitime, et au fur et à mesure construire sa légitimité. Et après, je pense que c'est aussi arrêter de penser que tous les autres à côté sont plus grands, plus beaux, plus forts, parce que finalement, si nous on pense ça, enfin, eux, certainement que d'autres personnes se le disent aussi, ou alors certainement que d'autres personnes ne se le disent pas et qu'elles ne vont pas se gêner pour prendre l'opportunité qui se présente. Donc, soit autant la prendre. Et puis après, je pense que ce qui aide, parce que tu disais qu'effectivement tous les sujets qu'on a évoqués dans le podcast touchent à la réussite, la confiance en soi, etc., c'est aussi si on est face à une situation dans laquelle on se sent limité ou pas légitime, c'est d'essayer de se projeter, de dire ok, donc si jamais je me plante, qu'est-ce qui se passe? Et finalement de se dire est-ce que c'est grave si je me plante ou pas? Et d'essayer de le faire sans ego. C'est aussi de se dire parce que souvent on a l'impression que si on va rater un truc, c'est la fin du monde. En fait, très souvent quand on rate un truc, ça n'est pas la fin du monde. Non. Donc aussi de pousser un peu, et comme je disais tout à l'heure, aussi de se poser les bonnes questions et de se dire qu'est-ce que c'est la réussite pour moi? Est-ce que c'est d'essayer quitte à me foirer, ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est de pas le faire, ou est-ce que c'est de le faire? Enfin, tu vois, je pense que il y a tout ça qui entre en jeu, quoi. Se poser les bonnes questions, voilà, et puis en fait au bout d'un moment aussi beaucoup dédramatiser, enfin, et remettre les choses à leur place. Remettre les choses à leur place et se remettre à sa place aussi. Parce que souvent, en fait, je me demande si quand on n'est pas légitime, est-ce que parfois c'est pas un peu de l'ego aussi? Est-ce que tu vois, peut-être qu'à un moment donné, il faut se dire, en fait, je vais le faire et puis on verra ce que ça donne. Et pas de se dire, je vais le faire, donc il faut que ce soit parfait, zéro défaut. Non, en fait, qui es-tu pour croire que ce que tu vas faire, ça va être parfait et que tu ne vas jamais te planter? Personne n'a cette prétention-là. Donc parfois, il faut peut-être aussi se dire, en fait, comme n'importe quel autre être humain, je vais faire ce truc, il est très probable que je me plante sur certains aspects, je vais essayer de limiter la casse et puis on va voir ce que ça donne.
Donc voilà, je sais pas, là comme ça, c'est un peu ce qui me vient en tête. Je sais pas si c'est une recette miracle, mais je pense que c'est pas mal de sujets sur lesquels en tout cas il faut cogiter. Je pense que c'est un process. Ouais, c'est un bon début déjà. Est-ce que malgré ça t'est déjà arrivé, tu vois, justement, malgré les nombreuses interviews que tu avais fait au fur et à mesure des épisodes, que tu te retrouves face à une invitée et que tu sois prise un peu, tu vois, d'être impressionnée est-ce que t'es allée à l'Assemblée nationale, tu vois, t'as fait les 2 épisodes. Ouais. Moi, j'y étais dans la salle et je me dis, ça devait être hyper impressionnant ouais, je peux pas rater ça. Et tu vois, je me dis, ce genre d'intervention où tu vas à l'Assemblée nationale et où t'interviews des députés et tu t'emmènes une partie du public de Génération XX, enfin, tu vois, je trouve ça très impressionnant comme travail. Je pense que la préparation aide beaucoup. En fait, le fait par exemple, tu parles de cet épisode à l'Assemblée nationale, j'étais hyper contente, effectivement. Donc, c'est la délégation aux droits des femmes et à l'égalité homme-femme qui, pour fêter, si je ne me trompe pas, c'est 20 ans, proposait à 2 podcasts, donc La Poudre et Génération XX, de venir enregistrer un épisode à l'Assemblée. Moi, je trouvais ça fou, tu vois, de me dire, on va enregistrer un épisode à l'Assemblée et tout. Donc déjà, j'étais contente et honorée, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ensuite, je me suis dit, ok, donc du coup, il faut que je sois super préparée. Et en fait, moi, ma peur, j'étais pas impressionnée. Moi, ma peur, c'était de me dire, tiens, je crois pas que j'avais déjà interviewé des personnalités politiques. Et du coup, qui dit politique, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la langue de bois. Et donc, je me suis dit, ok, je suis pas là non plus juste pour servir la soupe et qu'on me dise un discours déjà entendu. Donc, tout mon point, c'est de me dire comment est-ce que je me prépare pour, poser des questions qui sont pertinentes, connaître un peu le sujet dont il va être question, puisque l'épisode portait sur les inégalités salariales, et comment ne pas me laisser... justement, comment ne pas me laisser impressionner par le cadre et par les gens qui allaient être là, le fait que ce soit des députés, en acceptant toutes les réponses. Et sans, tu vois... J'étais pas là pour une joute verbale, hein, mais sans tout prendre pour acquis, juste poser ma question et puis je passe à autre chose. Non, je me suis dit non, il faut que je sois capable d'avoir un peu d'esprit critique et de me dire ok, c'est pas parce que je suis à l'Assemblée nationale que je dois dire oui et puis passer à mon autre question. Je dois être capable de rebondir, etc. Donc c'est ça un peu toutes les questions que je me suis posées avant. Et après, j'ai essayé de me préparer au mieux, tu vois. Donc par exemple, j'étais allée voir tout ce que Rebecca Amselem et les Glorieuses avaient fait là-dessus. J'avais discuté avec Clémence Levaux qui à l'époque était journaliste au Elle et qui avait pas mal aussi travaillé sur toutes ces questions d'égalité salariale. Enfin, j'avais fait mes recherches. Donc, en fait, le fait d'être préparée, et tu vois, j'écris toujours toutes mes questions, ça fait que quand je suis arrivée, je me suis plutôt dit, ok, j'ai 1 heure pour faire un épisode de ouf, et je suis préparée, je sais qui j'ai en face de moi, j'ai mes questions, je sais ce que j'ai envie pas de leur faire dire, mais les terrains sur lesquels j'ai envie qu'on aille, et je vais faire au mieux pour que ça se passe bien, quoi. Donc en fait, voilà comment ça s'est passé, et du coup, j'étais pas trop enfin, c'est pas que j'étais pas impressionnée, j'étais plus contente d'être là, et aussi le fait que les gens se déplacent, qu'il y ait des gens dans la salle, enfin, en fait, c'est hyper galvanisant, et on se dit, bon, bah, ces gens se sont déplacés, faut que ce soit bien, quoi. Donc à un moment donné, on se dit, ok, je vais faire les trucs bien, je vais bien poser mes questions, et je vais être bien, quoi. Tu vois, il y a... Ouais. En fait, c'est un peu transformé. Plutôt que d'être paralysé par la peur de décevoir, se dire, ok, en fait, j'ai envie que les gens se passent un bon moment, donc je vais donner le meilleur de moi-même. Et la seule façon de donner le meilleur de soi-même, c'est d'être préparé. Clairement, si j'étais arrivée en touriste, là, ça aurait été compliqué parce que je me serais dit, mince, je sais pas où je mets les pieds, je sais pas ce que j'ai posé comme question, etc. Donc, je pense que d'être préparé, ça aide vachement. Après, sur tous les épisodes que j'ai faits, il y en a quand même un sur lequel j'étais assez impressionnée. C'est quand j'ai fait justement l'épisode avec la personne qui a 80 ans, qui est professeure Francine Leca, qui est la première femme chirurgien cardiaque en France et qui a monté une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque pour du coup permettre à des enfants qui ont des malformations cardiaques dans le monde entier de se faire soigner en France. Et en fait, c'est une association dont j'entends parler depuis que je suis assez jeune et tout. Et bref, du coup, j'ai été assez impressionnée parce que je savais que professeur Leca avait pas trop le temps, parce qu'en fait, elle était concrètement en train de faire des
de sauver des vies, quoi, de voir des petits enfants qui étaient pas bien et qui étaient au bout de leur vie. Et du coup, là, je me suis dit, j'ai 25, ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai pas, parce qu'en fait, elle n'opère plus, si je me trompe pas, mais elle fait quand même des consultations, c'est-à-dire que, en tout cas, elle voit les familles bénévoles qui accueillent les enfants qui viennent se faire soigner, et elle voit aussi les enfants, etc. Donc, bref. Et du coup, à ce moment-là, je me suis juste dit, elle a pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment que je sois bien. Et là, mais la même chose, tu vois, à nouveau. Donc j'étais stressée avant, et après une fois que j'étais en phase d'âge, je me suis dit, ok, en fait, il faut que je sois au top parce qu'elle m'accorde du temps. Donc allez, on sourit, on pose les bonnes questions, et c'était trop bien. Et d'ailleurs, j'ai dépassé sur le temps, mais c'était pas grave, elle m'a rien dit. Et surtout après, elle m'a dit, si tu veux, je crois qu'elle me voyait. Elle m'a dit, si vous voulez, vous pouvez rester. Et du coup, j'ai assisté à 2 consultations, et donc j'ai vu 2 familles bénévoles qui sont venues. Et donc il y avait deux cardiologues deux femmes cardiologues qui étaient là et qui auscultaient les petits. Et c'était impressionnant parce qu'il y avait 2, j'en ai vu 3, je crois. Il y en avait 2 qui allaient bien. Donc c'était post-opération. Donc les enfants venaient de se faire soigner. Et c'est des petits choux, ils ont 3 ans, ils viennent d'avoir une opération du cœur. Enfin, c'est bon. Forcément, c'est émouvant, quoi. Et après, par contre, j'ai vu un petit enfant qui, lui, venait d'arriver, donc qui n'avait pas encore été opéré. Je sais pas si c'était une petite fille, un petit garçon, bref. Et là, le bébé était pas bien, quoi. Enfin, pareil, je crois qu'elle avait 3 ans et elle avait, je sais plus quel syndrome. Enfin, bon, bref, elle était vraiment pas bien. Et c'était vachement émouvant. Et quand je suis sortie de là, je me suis dit, waouh, c'est trop stylé d'avoir une idée et de mener à bien son projet. Tu vois, je me suis pas dit, oh, moi, je sauve pas des vies ou quoi. Je me suis dit, waouh, elle sauve des vies, mais pas que elle, déjà, parce qu'elle a construit toute une équipe et des gens qui le font. Et surtout, c'est pour ça que ça vaut le coup, finalement, de surmonter son syndrome de l'imposteur ou de surmonter ses peurs ou quoi. C'est parce que, au final, tu peux faire des trucs géniaux, quoi. Et qui, là, littéralement, sauve des vies, mais peu importe le projet, qui va apporter quelque chose à quelqu'un, quoi. Et elle, dans l'interview que j'ai faite avec elle, elle était hyper humble. Et justement, tu vois, je lui ai dit, mais parce que les malformations cardiaques chez les enfants, c'est vachement répandu, enfin pas vachement répandu, mais je veux dire, il y en a beaucoup, quoi. C'est pas juste 3 cas dans le monde. Et du coup, je lui ai demandé dans l'interview, mais par où on commence quand on veut aider tous les enfants? Et elle m'a dit, on commence par le commencement. Mais tu sais, d'un air tellement détaché, et on commence par un enfant. Et un enfant, il faut X milliers d'euros, donc on essaye d'aller chercher X milliers d'euros auprès de particuliers, de professionnels, machin. Et puis après, on trouve un chirurgien, une chirurgienne qui veut bien opérer. Puis après, on trouve une famille bénévole qui veut bien accueillir l'enfant le temps de l'opération. Puis après, on essaie d'en faire un deuxième. Puis après, et là, ils en ont sauvé des milliers. Et en fait, j'ai trouvé que, tu vois, ce truc tout à l'heure d'humilité dont je parlais, enfin un peu de tuer l'ego, ça s'est illustré pendant cette interview, et c'est vraiment une interview que je garde en tête parce que je trouvais que il y avait beaucoup de choses qui m'ont vachement qui me parlent encore, auxquelles je repense encore aujourd'hui. Et même elle, tu vois, elle disait pareil, on a tous toute la possibilité d'être utile à quelqu'un à son échelle. Et elle dit même pas, il y a pas que les médecins ou les gens qui sauvent des vies qui sont importants, mais absolument pas. Chacun a son truc à faire, etc. Donc ça vaut le coup de lancer des projets. Et tu sais quoi, je me suis dit, c'est ça le secret de la longévité. Il faut oublier toutes les crèmes anti-rides, quoi. La meilleure façon de vieillir, c'est de voir les résultats. Mais non, mais c'est d'être bien, quoi, et de faire son truc, en fait. Et peu importe et on n'a pas besoin d'une Wonder Woman qui sauve le monde. On n'a même pas besoin de sauver des enfants, quoi. Juste, en fait, elle était, tu vois, habitée par son truc, et juste, ça faisait sens pour elle. Pour sa façon, elle était à sa place. Et ça, j'ai trouvé ça vachement fort. Et je me suis dit, waouh, elle a 80 ans, elle est encore en train de faire ça. Waouh, j'espère que moi aussi, quand j'aurai 80 ans, j'aurai de l'énergie pour faire ce que j'ai envie de faire. Et tu vois, c'est là où c'est cool, parce que je me suis pas dit, je veux être elle, ou je veux faire, ou oh, j'arrête ce que moi je fais mon podcast, parce que ça sert à rien, je veux sauver des vies. Je me suis pas du tout dit ça. Je me suis dit, waouh, elle a une telle énergie, j'ai envie moi aussi de mettre de l'énergie comme ça dans ce que je fais, parce que ça porte, quoi. Donc voilà. Ouais, je vois. Ouais, je vois exactement. Justement, en fait, ça fait lien avec une de mes questions suivantes. C'est, ça fait 4 ans. Qu'est-ce que tu as appris en faisant toutes ces interviews et en voyant des parcours aussi différents avec ces femmes-là, et en créant aussi la société, quoi? Je pense que j'ai appris... C'est marrant parce que la première chose qui me vient en tête, c'est que j'ai beaucoup appris sur moi
Tu vois, toutes les questions que tu m'as posées tout à l'heure sur qu'est-ce qui est politique, qu'est-ce que c'est... et tu vois, le fait d'être un média et d'avoir du pouvoir, d'avoir un média et d'avoir des responsabilités. Enfin, en fait, j'ai appris plein de choses là-dessus. Et sur justement quelle place tu veux occuper dans la société, sur quelle voix tu as envie de faire entendre, sur quelle voix tu écoutes. À la fois d'ailleurs les tiennes, ta voix intérieure, et en même temps les autres voix, quelles voix on n'écoute pas. Enfin, plein de finalement de réflexions personnelles. Et j'ai le sentiment d'avoir beaucoup grandi. Enfin, ça se trouve, j'aurais grandi de la même façon en faisant autre chose, mais je pense pas quand même, parce que là, j'ai monté un projet, j'ai rencontré beaucoup de monde, etc. Donc, quand même, j'ai énormément appris sur moi. Et je pense que sur les femmes que j'ai reçues, finalement, ce que je retiens, c'est que c'est vraiment chacune, et ça vaut pour les hommes aussi, chacun va définir sa propre, à nouveau, sa propre vision de la réussite, sa propre vision de l'échec, sa propre vision du sens, de l'utilité, enfin, c'est extrêmement personnel, et c'est lié à tellement de choses. C'est lié à ton éducation, c'est lié à ta place dans la famille, c'est lié à ce qui, toi, au fond de toi, t'émeut, te touche, à la société que tu as envie de construire. Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais, est-ce que c'est plutôt sur les parcours pro ou perso? En fait, c'est là où je me rends compte que, évidemment, que le parcours pro que tu choisis, les décisions pro sont liées au perso, mais sont aussi liées à la vision que tu as de la société, le type de boîte que tu vas monter, pourquoi tu vas monter, qui tu vas recruter, comment tu vas manager. Il y a plein de choses de toi-même que tu exprimes, et de ta vision de la société que tu exprimes là-dedans. Et il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Il y a des gens qui s'en rendent compte. Et moi, je m'en suis rendu compte par le process de faire Génération XX. Un projet qui, au début, était voilà une intuition, une envie. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ah oui, en fait, quand même, donner la parole à des femmes, ça a un poids. Poser certaines questions, ça révèle quelque chose de ce qui, moi, m'intéresse. Enfin, donc, je pense que ce que j'ai appris, c'est au final l'importance de s'attacher, ou en tout cas d'embrasser la complexité. De se dire que justement, derrière une personne, derrière un parcours, derrière un projet, il y a beaucoup de choses, il y a une histoire, il y a ce que je disais, des imbrications personnelles, familiales, plein de choses. Donc ça, je pense que c'est hyper important, parce que je pense que ça aide beaucoup de réaliser ça dans nos relations avec les autres. Quand tu rencontres quelqu'un, de pas tout de suite mettre la personne dans une case et de te dire, ok, en fait, si elle fait ça et si elle pense comme ça, et si, c'est peut-être que, qu'est-ce que c'est son histoire derrière? Ça t'encourage vachement à t'intéresser concrètement au parcours de la personne, parce que ça te permet de comprendre beaucoup de choses sur ses choix. Donc voilà, ça m'a appris l'importance de la complexité, l'importance de la nuance aussi, tu vois, sur toutes ces questions, par exemple, par exemple, sur ce qu'on disait au début, sur le fait d'interroger des femmes. Aujourd'hui, quand on me dit, du coup, qu'est-ce que tu as appris sur les femmes entrepreneurs, je dis justement qu'il n'y a rien à dire sur les femmes entrepreneurs. Enfin, les femmes, c'est extrêmement large, et c'est justement, je pense, en tout cas moi, la façon dont je le vois, le combat, ou en tout cas l'idée, plutôt le projet porté par le féminisme, qui est de laisser le choix à chaque femme de choisir d'être qui elle est, en tout cas. Et surtout pas de dire, alors une femme, il faut qu'elle ait le pouvoir, ou une femme, il faut qu'elle soit à la maison, ou une femme, il faut qu'elle ait des enfants. Non, en fait, justement, laisser chaque femme choisir ce qu'elle veut comme projet pour elle. Alors, c'est un projet compliqué, mais en tout cas, il faut qu'il y ait les conditions pour qu'elles aient le choix. Donc, je pense que ça, c'est l'importance de la nuance aussi, qui va évidemment avec la complexité, avec le fait de prendre le temps de comprendre qui est la personne en face de toi, c'est hyper important. Et je pense aussi que, de manière plus générale, ça m'a du coup appris l'importance de l'écoute, en fait. Et d'être... parce que finalement, la complexité, la nuance, tout ça, tu peux le savoir que quand justement tu es à l'écoute des autres, d'autres parcours que le tien. Et quand je disais que moi, ça m'a appris plein de choses aussi sur le côté politique de ce que tu fais, sur comment trouver ta place, etc., ça m'apprend aussi beaucoup de choses. Enfin, j'ai du coup appris aussi sur la société. Comment est-ce que tu es à l'écoute justement des mouvements de société? Comment est-ce que tu t'inscris dans ton temps? Comment est-ce que tu restes curieuse sur tout ce qui se passe dans le monde? Comment est-ce que tu as les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes?
Comment est-ce que tu sens l'air du temps? Comment est-ce que tu comprends dans quelle direction va la société? Et donc, du coup, comment est-ce que tu fais toi pour y trouver ta place? Donc, je pense que l'importance, de la curiosité aussi, ça, c'est clair. À la fois, c'est pour moi et en même temps, c'est aussi finalement ce que révèlent beaucoup des parcours des femmes que j'ai reçues, tu vois. Beaucoup de celles qui sont allées finalement au bout de leur projet, c'est parce qu'elles ont eu aussi cette curiosité, cette envie d'aller vers l'inconnu, cette envie de sortir de soi aussi. Donc, je pense que ça m'a aussi appris l'écoute du monde, l'écoute des autres, et après je pense aussi l'écoute de soi, et aussi de l'importance de faire le travail, d'apprendre à se connaître et de s'écouter au sens de composer avec soi en fait. Et je pense que pareil, ça c'est un truc que j'ai vu dans beaucoup des femmes que j'ai reçues dans le podcast, c'est que par exemple toutes celles qui sont le plus à l'aise de parler de leur parcours et notamment de parler de leur vulnérabilité, de parler de leur faiblesse, de parler des échecs, de parler de ce qui va pas, c'est des personnes qui ont fait le travail, ou en tout cas qui continuent à faire le travail d'apprendre à se connaître, et quand je dis apprendre à se connaître, c'est pas se suranalyser mais c'est plus se dire ok tiens là j'ai réagi comme ça, là il m'est arrivé ça, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire de moi, ok donc la prochaine fois peut-être qu'il faut que je fasse les choses autrement parce qu'en fait dans cette situation moi je suis pas à l'aise, ou tiens en fait j'ai testé ça et j'ai adoré, tiens mais il faut que j'aille plus vers ça, enfin et d'être à l'aise avec qui tu es, et quand je disais tout à l'heure de se poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que c'est la réussite pour toi, etc., d'être aussi à l'aise avec les réponses que tu donnes à ces questions-là. C'est-à-dire que si pour toi la réussite, c'est, je sais pas, tel truc, et d'aller vers ça. Et du coup, de délaisser progressivement peut-être les injonctions que tu avais de, je sais pas, ta famille, de la société, de tout ça. Donc bref. Pour résumer, je pensais pas que tu allais me poser une question introspective. Mais pour résumer tout ça, je dirais que ce que m'a appris concrètement Génération XX, c'est en fait beaucoup de choses sur moi. Mais du coup aussi en miroir évidemment beaucoup de choses sur les autres, et donc l'importance de la complexité, l'importance de la nuance, l'importance de la curiosité, l'importance de l'empathie, l'importance de l'intuition, l'importance de s'écouter, d'écouter les autres, de comprendre le monde dans lequel on vit. Tu vois par exemple, je pense que je me suis jamais autant intéressée justement aux sciences humaines que maintenant, à comprendre la société, à écouter des parcours qui sont différents du mien, des ressentis différents du mien, vraiment d'avoir envie d'être dans le monde, mais de manière hyper présente et hyper active, tu vois, et de se dire j'ai envie de comprendre le monde dans lequel je vis, et parce que je le comprends, et parce qu'en tout cas j'ai toujours envie de le comprendre, parce que je pense pas qu'on le comprenne un jour, mais justement c'est pour ça qu'il y a une curiosité, que c'est un process. Et parce que je fais cet effort-là, moi, je vais trouver ma place, et ma place aussi, elle va bouger au fur et à mesure. Mais tu vois, de se rendre compte que c'est dans quelque chose qui bouge, dans un mouvement, c'est hyper. Tu vois, ce mot d'empowerment, d'empouvoirment, je trouve que c'est ça, en fait, c'est de te rendre compte que t'es pleinement vivant et que t'es à ta place, ou en tout cas que tu vas vers ta place, et que tu comprends ce qui se passe autour de toi. Ça t'aide vachement, d'ailleurs. Et tu vois, justement, je me dis souvent, on a c'est pas peut-être qu'on les exprime plus, mais on a beaucoup d'angoisse sur le futur, sur qui on est, sur ce qu'on veut faire, etc. Et tu vois, tout ça, ça a été exprimé dans le podcast. Et je trouve que justement, faire le travail de compréhension de soi, compréhension de nos relations avec les autres, compréhension du monde dans lequel on vit, ça t'aide. Je ne dis pas que ça les résout, mais ça t'aide à mieux cerner tes angoisses, et en tout cas à vivre avec elles, et à avancer, et à les transformer en quelque chose en faire quelque chose de constructif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu parles de l'écoute de soi, de l'écoute du monde et des autres, et c'est le thème justement du hors-série papier que tu viens de réaliser. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as réalisé cette espèce de numéro comme ça, avec plein de collaboratrices différentes, parce qu'il y a plein d'autrices qui ont écrit. Et comment tu as fait pour choisir ces autrices-là, et les thématiques que tu as choisi d'aborder, donc à l'écoute? Justement, toute cette réflexion, et finalement la question que tu m'as posée sur ce que j'ai appris, je me suis posé la question. En fait, moi, mon problème, c'est que j'arrive pas à y répondre de manière courte. C'est pour ça que je suis partie par l'idée. Tu as le temps. On a le temps, c'est parfait. Mon prochaine étape, c'est d'être
concise. Donc toutes ces questions, je me les suis posées et je me suis demandé, évidemment. C'est arrivé fin 2018, début 2019, ces questionnements sur, ok, en fait, Génération XX, c'est quoi? Donc en fait, tu vois ta question tout à l'heure quand tu me disais est-ce qu'il y a eu un moment où j'ai compris le pouvoir ou la portée politique? En fait, je pense que c'est là. Et en fait, c'est au moment où ça a vraiment bien marché. Parce que du coup, donc j'ai lancé en 2017, ça a bien marché en 2017 et 2018, ça a vraiment pris quoi. Vraiment super bien marché parce que voilà, les podcasts sont arrivés en France, c'était la folie, etc. Et du coup, je pense que fin 2018, j'ai eu un petit côté, ok, maintenant ça marche et maintenant quoi? Du coup, c'est quoi ce que je veux dire? C'est en fait Génération XX, c'est quoi? En fait, qu'est-ce que je veux en faire, etc. En fait, non, mais si, il y a complètement eu un moment où j'ai réalisé ça en fait. Et à ce moment-là, du coup, je me suis posée et j'ai notamment, c'est marrant parce qu'en fait, je voulais refaire l'identité graphique de Génération XX. Un truc que j'avais jamais fait avant parce que j'avais lancé, comme je t'ai raconté tout à l'heure, le truc un peu à la va-vite, enfin pas à la va-vite, mais pas du tout à la va-vite, mais sans réfléchir au long terme. Et donc, du coup, j'avais fait un logo moi-même sur un logiciel toute seule, enfin bon bref. Et donc là je me suis dit bon, ce serait peut-être bien quand même d'avoir une charte graphique, un joli logo, machin. Donc je travaille avec un studio qui s'appelle Tu seras beau pour faire ça. Et en fait, c'est très marrant parce que par la réflexion sur la forme est venue la réflexion sur le fond. Et en fait, finalement, ce dont j'avais besoin, c'était pas tant de trouver les couleurs et la typo de Génération XX, mais c'était plutôt de me demander, en fait, c'est quoi cette marque que j'ai créée? C'est quoi mon message, c'est quoi mes valeurs, etc. Et donc en fait, j'ai fait tout ce travail-là. C'était comme des séances de psy avec Fleur qui est la co-gérante de ce studio, bref. Et en fait, elle me faisait beaucoup parler de Génération XX, de ce qui m'importait, etc. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'on a identifié les 3 valeurs qui étaient importantes pour Génération XX, qui sont l'intuition, l'empathie et la curiosité. Et l'idée, c'était de se dire, en fait, peu importe ce que Génération XX va devenir, que ce soit un podcast ou même que ce soit un jour un lieu, que ce soit peu importe, il faut qu'on retrouve ces valeurs-là. Donc déjà, ça m'a vachement aidée. Et je me suis dit, en fait, ce qui regroupe ces valeurs, c'est l'écoute. Parce que finalement, l'intuition, c'est l'écoute de soi, l'empathie, c'est l'écoute des autres, et la curiosité, c'est l'écoute du monde, ce qui nous entoure, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours eu envie de faire un format papier parce que je trouve que justement, j'ai parlé tout à l'heure de tous les avantages du podcast, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'immatériel, quoi. C'est un truc sur ton application, dans le cloud, t'es perdu parmi 10 000 autres truc virtuel, et il y a dans un objet papier un côté physique, concret. C'est une revue que tu peux poser, tu vois, sur ta table basse, que tu reçois dans ta boîte aux lettres, de manière concrète, que tu peux ranger dans une bibliothèque. Enfin, il y a un truc concret que j'aime beaucoup, et à titre perso, j'aime beaucoup les belles revues, les magazines, etc. Et donc, j'avais envie de faire un truc comme ça, mais j'avais pas envie forcément de lancer une revue ou de lancer un magazine, tu vois. Et donc, en fait, le fait de ne pas avoir de formation de journaliste ou de ne pas avoir travaillé dans un journal avant ou quoi, en fait, je me suis dit, je vais utiliser ça comme une force et je vais me dire que du coup, je n'ai pas à rentrer dans telle ou telle case et que si j'ai envie de faire un numéro papier, je vais faire un numéro papier et on verra après. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Je vais faire un numéro papier. Ce thème de l'écoute, il est cohérent par rapport à Génération XX. Il se décline en 3 chapitres, à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, à l'écoute du monde. Et ok, maintenant, on met quoi dedans ? Et en fait, il a été très clair assez rapidement que c'est pas moi qui allais écrire dedans. Moi, je me suis toujours vue comme, pour le coup, un peu chef d'orchestre. Donc je savais que j'écrirais l'édito. Je savais que c'est moi qui donnerais l'élan aux personnes qui allaient contribuer, mais que moi, je n'allais pas écrire ensuite concrètement le contenu à l'intérieur. Ensuite, en termes de format, moi, j'aime beaucoup justement, j'aime bien les articles longs. Mais, comme tout le monde, quand je vais sur Internet, j'ouvre plein d'articles et je les lis pas parce que j'ai pas le temps, parce qu'en même temps je suis sur Instagram et nanana, et voilà. Donc j'ai 10 000 onglets, je pollue. Ah bon ? En plus, avec tous mes onglets. On parlait de pollution numérique tout à l'heure, c'est un enfer. Et donc, voilà. Et donc je me suis dit, justement, l'avantage du papier, c'est qu'on peut prendre le temps de lire un article un peu long. Et donc du coup, j'avais envie de ce format un peu article. En tout cas, ce que j'aime dans les articles longs, c'est le côté avec plein de références. Ça te donne envie d'aller lire les bouquins cités, etc. Donc j'avais envie de ce format-là. Et après, j'avais aussi envie d'un format qui soit beaucoup plus tribune,
et c'est personnel, des trucs avec du jeu. J'avais envie du jeu parce que justement dans le podcast, tu vois, j'interroge les personnes sur leur parcours, c'est quand même très intime, etc. Donc j'avais envie qu'on retrouve ça dans le papier. Et surtout aussi, je savais ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas d'interview parce que je trouve que le meilleur format pour l'interview, c'est le podcast. Je trouve qu'on perd quelque chose. J'aime pas trop, moi, lire des interviews papier. Je trouve qu'on perd quelque chose. Je voulais pas de portrait. Pour le coup, j'aime bien lire des portraits, mais j'en voulais pas. Et je voulais pas de photos. Je voulais pas de photos, pas d'illustrations. Et je voulais pas de photos, notamment parce que je trouve que quand tu lis des articles sur des personnalités dans les magazines et qu'il y a des photos, les photos, elles sont toujours très belles. Et ça fige un peu, tu vois. Et justement, moi, je voulais pas reproduire ce côté... truc parfait. Enfin, tu vois, ce que j'ai dit au début du podcast, c'est que moi, je voulais surtout pas le côté rôle modèle, machin. Donc, il était inenvisageable que dans cette revue, il y ait une photo d'une nana absolument sublime et un texte pour la mettre en avant. Enfin, quand bien même, c'est génial que ça existe, mais moi, c'est pas mon propos. Donc, ça allait pas être ça dans ma revue. Donc, en fait, tu vois, j'ai un peu réfléchi comme ça. Et donc, il y avait une envie. Le thème de l'écoute, il était assez clair. Après, il y avait ce que moi, j'aimais, ce que je voulais pas. Et donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est construit et que du coup, je me suis dit, ok, donc en fait, ça va être une revue papier qui va s'appeler À l'écoute. Il y aura 3 chapitres et dans chaque chapitre, il y aura à la fois des articles longs, donc écrits par des journalistes, et des tribunes, des trucs d'une page que je vais confier à d'anciennes invitées du podcast. Et donc, du coup, quand il a fallu ensuite choisir concrètement les thèmes des tribunes, les thèmes des articles, etc., et ben en fait, j'ai fait tout un travail de chercher, tu vois, sur Twitter, je suis abonnée à plein de journalistes. Dans les revues que je lis, justement, il y a des gens dont j'aime bien la patte, dont j'aime bien les sujets traités. Il y a une des journalistes, par exemple, c'est parce que je la suis sur Instagram, même pas parce que je lis ses papiers, mais parce que sur Instagram, je trouve qu'elle est toujours pertinente et elle partage toujours des trucs hyper intéressants. Donc, en fait, je me suis nourrie de plein de choses que je suis un peu partout. Et après, j'ai juste contacté ces personnes-là et je leur ai dit, je leur ai parlé du projet. Donc, je leur ai dit, voilà, ça va être une revue papier, le thème, c'est l'écoute, etc. Moi, j'avais des idées de sujets, mais je leur ai dit, toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Et en fait, du coup, il y a des journalistes qui m'ont proposé des sujets, qui m'ont dit, bah, écoute, moi, j'ai ce sujet qui me trotte dans la tête. Et en fait, dans l'absolu, c'était pas tout de suite lié à l'écoute. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que une fois que j'ai eu tous les textes, c'était hyper clair ce qui allait dans le chapitre à l'écoute de soi, ce qui allait dans le chapitre à l'écoute des autres, ce qui allait dans le chapitre à l'écoute du monde. C'était hyper clair la façon dont... C'était fou parce qu'il y avait vraiment des trucs qui se répondaient d'un article à l'autre alors que ça n'était pas fait exprès. Il y avait une espèce de cohérence qui en fait est normale puisque finalement, quand on analyse le truc, puisque c'est moi qui ai lancé le projet, que c'est moi qui ai briefé chacune des journalistes et chacune des personnes qui a écrit, donc oui, parce que la cohérence, c'est finalement le fil que moi j'ai donné. Mais c'était très fort de s'en rendre compte au moment de la réception des textes, parce que vraiment, dans la façon dont j'ai parlé avec les personnes, c'était très libre. Et par exemple, tu vois, j'ai une des journalistes, qui est donc Mélodie Thomas, qui a écrit le premier article qu'on trouve dans la revue, qui est sur le self-care. Le self-care, hier, aujourd'hui, demain, point d'interrogation. Parce qu'à ce moment-là, moi, la réflexion que j'avais avec elle, je lui avais dit, bah, tu vois, il y a un peu ce truc justement, que moi je dis d'ailleurs, c'est marrant, mais il faut s'écouter, etc. Et parfois, il y a un petit côté un peu superficiel dans... il faut prendre du temps pour soi, et finalement, est-ce que c'est pas plus pour nous vendre des crèmes qu'autre chose? Enfin bon, bref, on discutait de tout ça, etc. Et elle me dit, bah oui, j'aimerais bien écrire un truc là, sur le self-care, effectivement, donc sur l'acte de prendre soin de soi, et justement parce que et revenir aux racines du truc, et qu'est-ce que ça veut dire en fait prendre soin de soi, et qu'en fait c'est un truc politique tel que ça a été écrit notamment par les autrices noires, etc. Enfin bon, bref, elle avait tout un prisme sur la question que je trouvais hyper intéressant, auquel moi je n'avais pas pensé. Et donc là je me suis dit mais c'est génial, parce que moi je suis incapable d'écrire un truc pareil parce que moi j'y aurais pas pensé. Et en fait après le confinement, le premier confinement, quand il y a eu tous les événements autour de Black Lives Matter, etc., elle m'a recontactée, Mélodie, elle m'a dit j'aimerais bien, je sens qu'il faut que j'angle là-dessus, enfin je dois mettre quelque chose et tout, est-ce que t'es d'accord? Et en fait moi c'était évident que j'allais dire oui. Enfin, en fait, mon but, c'était vraiment de les laisser, elles, écrire ce qu'elles avaient envie d'écrire. Alors, moi, j'avais mes consignes, entre guillemets, de départ, qui étaient le côté, bah voilà, le thème, c'est quand même l'écoute. Je veux que ce soit je veux que tous les titres soient des questions.
parce que je veux que chaque article, ce soit presque comme une disserte de philo. Je veux qu'on suive le fil de votre pensée. Je veux qu'il y ait une conclusion qui ouvre sur quelque chose. Je veux surtout pas que ce soit des articles dogmatiques qui disent comment penser, mais plutôt qui donnent des clés à des gens qui se posent aussi les questions et qui se disent « Ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah bah tiens, ça me donne envie d'aller lire ça, etc. » Et donc, j'avais donné tout ce cadre-là, mais après, vraiment, sur le contenu, elles étaient vraiment libres. Et donc, voilà comment ça s'est construit. Donc, j'ai vraiment, proposé le sujet à des personnes que j'ai repérées à un moment donné parce que, je les suis, ou parce que j'ai lu un truc qui m'intéressait, ou parce que je trouvais qu'elles étaient intéressantes sur un sujet. On a discuté du sujet et après, elles avaient carte blanche. Et pour les tribunes, là, c'est pire parce que là, c'était vraiment une carte blanche parce que je leur ai juste dit « Écris un texte à la première personne, si tu peux, parce que je sais que c'est pas facile d'utiliser le jeu. Et qu'est-ce que ça t'évoque, ce thème de l'écoute, être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, à l'écoute du monde. Et du coup, ça a donné les textes qui sont dans la revue. Tête 2. Ouais, dans la tête 2, exactement. Et j'ai rien édité. Quelques-unes qui m'ont dit est-ce que tu veux pas le relire, est-ce que tu peux me dire, etc. Et donc j'ai fait quand même ce boulot. Même pour les articles, j'ai quand même, il y a eu après un boulot d'éditrice, en fait, de revoir les textes, etc. Mais mon but, et c'est ce que je dis dans mon édito, c'était que la parole soit, comme dans le podcast, ou en tout cas comme dans beaucoup de podcasts, libre, plurielle, et que chacune utilise et son propre style, ses propres mots. Enfin, tu vois, je trouve que ça se ressent dans tout. C'est pas le même style. Enfin, elles ont chacune une façon d'écrire. Et moi, je voulais pas que ce soit. Enfin, tu vois, le but c'était pas de faire une revue littéraire, quoi, un truc où tout le monde allait être Proust. Enfin, vraiment pas. Le but c'était que chacune s'exprime à sa façon. De la même façon que dans un podcast, il y a des personnes qui parlent vite, des personnes qui font des réponses longues, interminables comme moi, des personnes qui sont concises et claires, tu vois, des personnes. Et je voulais qu'on ressente ça. Et je voulais en fait que quand on allait finir la lecture de ce hors-série papier, qu'on referme le truc et qu'on ait la sensation, comme si on avait écouté plein de gens parler et qu'on était nourris, qu'on disait waouh, maintenant j'ai envie d'aller regarder tel docu, j'ai envie d'aller lire tel truc, tiens, ça m'a fait penser à tel truc. Tu sais, je voulais que ce soit hyper nourrissant, quoi. Et d'ailleurs, au début, mon idée de couve, je voulais faire une oreille gauche sur la première et une oreille droite sur la quatrième. Pour que quand on ouvre, on ait ce sentiment d'ouvrir grand ses oreilles et d'emmagasiner des réflexions. Donc voilà. Bravo, parce que moi je l'ai lu et c'est réussi, ça m'a fait cet effet. Alors moi, ce que j'avais en tête, c'était... ça m'a, ouvert les œillères. Ouais. Tu vois, parce que je savais pas à quoi m'attendre exactement. J'avais suivi le projet, donc j'avais vu que c'était sur l'écoute. Mais par exemple, sur l'article « Les médias encouragent-ils l'écoute des classes populaires ?» qui est une réflexion qui m'interpelle depuis longtemps. Et ben là, ça a mis le doigt sur des trucs, ça et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux portent-ils la voix des citoyens? Ouais. Hyper intéressant, hyper riche, hyper sourcé. Oui, Clémentine Desigo qui l'a écrit, qui n'est pas journaliste. C'est la seule d'ailleurs des 6 qui ont écrit un article qui n'est pas journaliste. Elle est conseillère politique, mais elle a fait des études qui font qu'elle a beaucoup écrit. Elle a fait ses études à Sciences Po et à Oxford. Bref, du coup, elle aime bien écrire des gros rapports, quoi. Et oui, elle a mis beaucoup de travaux, de beaucoup de chercheuses d'ailleurs, et hyper intéressant parce qu'avec elle, en fait, j'avais lu un article qu'elle avait écrit sur un blog de diplomatie, enfin bref, un truc pareil, hyper sourcé, hyper intéressant. Et en fait, la question que je voulais qu'elle évoque, c'était est-ce que finalement les réseaux sociaux reflètent les réseaux sociaux, est-ce que ce qu'on voit passer, ce qu'on entend passer, est-ce que ça a vraiment un impact quand on voit passer, je sais pas. Et d'ailleurs, tout ce qu'il y a eu récemment, les gens qui partagent des pétitions, qui qui mettent un écran noir dans leur feed Instagram quand il y a Black Lives Matter. En fait, est-ce que ces mouvements qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont un vrai écho? Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans son article, du coup tu l'as lu, mais elle t'explique quel contenu les algorithmes font remonter concrètement. Elle analyse plein de choses qui sont hyper intéressantes et sur justement qui est-ce qu'on écoute vraiment au bout du compte. Et en même temps, on voit la force de MeToo, par exemple.
Et du coup, la force des réseaux sociaux et de la prise de parole. Complètement. Mais du coup, d'ailleurs, ça me fait penser, je me demandais, c'est quoi ton rapport au féminisme au pluriel, aux différents mouvements, aux militantes Je pense que je me suis beaucoup... j'ai appris beaucoup ces dernières années. Je pense que justement, ce qui est assez fort, c'est que tous ces podcasts, mais aussi tous ces livres qui sont sortis, il y a eu énormément de sources de savoir qui, je sais pas, sur lesquelles tout d'un coup on a mis la lumière et qui ont fait que là où il y a 4 ans, clairement, je pense pas que je pouvais te citer beaucoup, voire pas du tout, je vais pas faire genre, de personnes qui avaient écrit des livres, des théories sur le féminisme ou sur le genre ou quoi. Là où aujourd'hui je peux, et j'en ai lu, tu vois. Donc je pense que moi, mon rapport, il est dans un rapport d'apprentissage et de... Tu vois ce que tu disais tout à l'heure d'ouvrir les œillères, je pense que c'est ça aussi. Je pense que par exemple, tu vois, tous les gens qui s'intéressent au féminisme, quand tu comprends le concept d'intersectionnalité, quand tu comprends comment est-ce que le féminisme qu'on t'a parfois... les trucs qu'on t'a montré comme étant du féminisme, en fait, ça l'est pas forcément et ça vient que renforcer les structures dominantes existantes. Tu vois, en fait, j'ai un rapport au féminisme qui est dans ce que je dis, l'apprentissage, la curiosité et dans le waouh, j'en apprends tout le temps des choses hyper intéressantes, tu vois. Et après, du coup, je m'en nourris et ça se ressent aussi dans mon travail au fur et à mesure, etc. Donc c'est aussi un rapport assez humble. Je dirais aussi, tu vois, par exemple là tu cites les militants, le militantisme, je pense que le travail que font les gens qui militent sur le terrain, etc., il n'est pas le même travail que moi je fais. Donc je pense aussi que mon rapport aussi au féminisme, c'est que je pense que c'est une... Tu sais, je vois toujours ça comme une sorte de... Comment dire ? Un spectre sur lequel il y a plein de choses et chacun doit aussi trouver sa place. Et je pense, tu vois, par exemple, il y a des féministes qu'on va dire, on va entendre d'elles, ce sont des féministes radicales. Ok, mais je pense que la radicalité a complètement sa place et la radicalité, elle est nécessaire pour pointer des choses de manière violente et pour que ça te mette le truc dans la face. Et après, il y a toutes les personnes qui vont venir aider à infuser tout ça ou s'y opposer, et ça va créer des choses intéressantes. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que je pense que c'est ça mon rapport au féminisme, c'est voilà, il y a beaucoup de choses, et c'est pour ça que tu vois, tu précises les féminismes, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc mon rapport, il est d'essayer, en tout cas, d'avoir une position humble et d'écouter, d'être parfois aussi pas secouée dans ce que je pense, mais d'être interpellée par certaines positions. Je me demande souvent, attends, mais est-ce que je suis une bonne féministe ou pas? Tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui se demandent ça, ou qui se disent, ah putain, si je dis ça, est-ce qu'en fait, je suis pas une bonne féministe? Et en fait, il n'y a pas de bon féminisme. Non, c'est ce que Roxane Gay disait dans son livre Bad Féministe, justement. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que quand à ce rapport-là, c'est assez sain de se dire, en fait, ça évolue. Et d'ailleurs, là, j'ai fini de lire il y a pas longtemps La démocratie féministe, et qui est hyper... Marie-Cécile Neuve. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui est hyper intéressant parce que c'est ce qu'elle dit aussi sur ce côté tous les réflexions qui parfois ne sont, quand il y a des réflexions qui s'opposent au sein même des mouvements féministes, c'est pas grave parce que ça nourrit la réflexion. Et là où les gens vont dire oh mais les féministes elles s'entretuent entre elles, oui, mais comme dans tous les courants, il y a des oppositions au sein des trucs, mais l'important, c'est de s'en nourrir et de se comprendre et c'est de faire évoluer le truc. Donc oui, les premiers mouvements féministes n'étaient pas inclusifs. Bon, maintenant qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont élevées contre ça, et maintenant, ça va vers plus d'inclusivité et puis on rajoute des sujets au fur et à mesure. C'est ça que moi, je trouve hyper intéressant dans tous les mouvements féministes, c'est que c'est extrêmement riche en réflexion. Après, je pense que même s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, comme je dis, je pense qu'il y a un spectre et qu'après, à chacune de se positionner là-dedans et de voir ce qu'on en tire et de voir ce qu'on applique aussi dans son quotidien, etc., etc. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais je pense que c'est ça mon rapport au féminisme et c'est clair que je me rappelle que j'avais eu une interview dans Chic Magazine quand j'avais lancé le podcast en 2017 et Myriam Levin elle m'avait dit est-ce que ton podcast est féministe? J'ai dit bah oui, moi j'ai pas de problème avec tu vois, j'ai jamais eu de problème avec le mot féministe, bon voilà.
Et j'avais dit, moi, le féminisme, je le décris juste comme l'égalité des... Je vais même pas dire des droits, c'est même l'égalité des choix entre les hommes et les femmes. Je crois qu'à l'époque, j'avais dit l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, ce qui est bien sûr bien, évidemment. Donc j'avais dit, je vois pas à quel moment je peux pas être pour ça et à quel moment mon podcast ne serait pas féministe. Et je pense que depuis, tu vois, ce moment-là, il y a eu plein de réflexions sur le féminisme, il y a eu plein de réflexions de dire que c'est pas juste l'égalité. Enfin, je sais pas, c'est hyper riche, quoi. Donc du coup, ouais, je pense que j'ai énormément appris sur tout ce qui se dit et je pense que, je sais pas, je me dis que c'est peut-être ça la bonne posture à avoir, justement, c'est de dire que ça évolue et qu'il faut justement écouter les récits des femmes. Je pense que c'est peut-être ça déjà la base du féminisme. Et je pense aussi que la démarche, et je crois que c'est un peu aussi le propos de ce livre, La démocratie féministe, la démarche que te permet d'avoir le féminisme comme regard sur le monde est intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, ça t'apprend à justement regarder les angles morts, à écouter celles et ceux qu'on n'entend pas, et à aller contre contre ce qui va de soi, enfin à se demander tiens, mais est-ce que cette personne qui est à cette place, est-ce qu'elle elle doit vraiment être à cette place, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être à sa place, enfin à un peu pas remettre en cause, mais tu vois, à questionner, exactement. Et je pense que c'est ça aussi c'est ça aussi mon rapport au féminisme, c'est que c'est plus les questions que ça te nourrit et le regard sur le monde que ça te permet d'avoir. Je pense que c'est ça aussi qui est hyper intéressant. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, ce truc d'intersectionnalité est peut-être, je sais pas, très à la mode, ou je sais pas, ou peut-être qu'il fait vraiment concrètement sens, en tout cas moi je le pense. C'est qu'en fait, voilà, c'est ce truc d'écoute, ça vaut pour les femmes, ça vaut pour plein de choses. Et à l'intérieur des femmes, ça vaut pour... Enfin, c'est hyper riche, quoi. Donc voilà, c'est ça mon rapport au féminisme. Bientôt le 100e épisode de Génération XX, ouais, qui sera le dernier. Ouais. C'est quoi la suite après pour Génération XX et puis pour toi? J'ai pris la décision effectivement de clôturer le podcast au 100e épisode. Parce que je me suis dit que justement c'était chouette de clôturer quand ça marche bien, en fait. Et de pas attendre le moment où moi je vais me lasser, ou le moment où les autres vont se lasser, ou le moment où justement j'aurai plus de recul et je ferai le truc sans par habitude ou parce que ça marche. J'ai surtout pas envie de continuer un truc parce que ça marche. Et tu vois, tout à l'heure quand tu me demandais qu'est-ce que tu as appris depuis ces 4 ans, pour le coup, ce que j'ai appris sur moi, c'est que si je monte un projet, je ne le fais pas pour que ça plaise ou pour que... Enfin, le but, c'est que il faut que moi, je sois alignée avec le truc, sinon j'aurais pas l'énergie de le porter. Et donc, du coup, je me suis dit, bah là, tant que j'ai encore l'énergie de le porter, je trouve ça chouette de le clôturer et de célébrer autant le début que la fin. Et donc, du coup, ces derniers mois, tout mon objectif, ça a été de célébrer, comme il se doit, la fin de Génération XX. Et de me dire... donc, c'est pour ça, par exemple, que tu vois, la sortie de ce hors-série, bah, c'est hyper bien en termes de timing, parce que c'est aussi montrer que un truc se finit, mais on peut quand même sortir un projet, même quand un truc se finit. Enfin, et au contraire, l'énergie, elle est toujours là, et il y a plein de choses qui vont naître derrière. Donc, il y avait ça. Et ce qui m'importait aussi, c'était de me dire que le projet Génération XX me dépassait. Parce qu'en fait, finalement, ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est que moi, j'ai lancé le podcast sans vraiment réfléchir à ce que ça allait donner. Et en fait, depuis 4 ans, je me rends compte que c'est quand même... tu vois, c'est ma voix dans le podcast, c'est moi qui fais les épisodes, etc. Et parfois, j'ai un petit côté où j'ai envie que ça me dépasse, en fait. Et les moments où je vois que ça me dépasse, c'est quand je vois tout ce que le podcast a permis à d'autres de faire. Tu vois ce que je te racontais tout à l'heure sur, je sais pas, des gens qui ont eu telle idée, qui ont rencontré telle personne, qui sont allés travailler pour tel invité, enfin bon, bref. Et je me suis dit, en fait, quand bien même moi je clôture le podcast, il faut que tout ça puisse continuer d'exister, parce que pour moi, c'est ça qui fait que Génération XX a réussi. C'est si tous les messages qu'on a fait passer, toutes les valeurs, si cette énergie, cette envie de faire des choses, de croire en ses projets, etc., c'est si tout ça continue d'exister, même si moi j'arrête, je trouve ça génial, en fait. Tu vois,
pour le coup, là-dessus, j'ai pas d'ego de me dire Génération XX meurt avec moi. Non, en fait, vraiment pas, tu vois. Alors, bien sûr, oui, le podcast, il va pas exister parce que c'est pas moi qui veux. Enfin, je vais arrêter de le faire. Mais derrière, je voulais que les gens puissent continuer à le faire. Et donc, du coup, concrètement, j'ai mis en place une communauté. En gros, tu peux t'inscrire pour faire partie de la communauté Génération XX et avoir accès à un espace sur Internet dans lequel tu as tous les autres membres que tu peux contacter. Et l'espèce de contrat, c'est un peu de se dire, bon, bah voilà, tu partages certaines valeurs avec ces personnes-là, donc si elles ont besoin d'aide sur tel ou tel truc, bah voilà, ces personnes peuvent s'entraider. Et il n'y a pas de critères en soi de profession ou de genre ou d'être entrepreneur ou quoi. Non, pas du tout. Le but, c'est juste, est-ce que tu as envie de faire partie d'une sorte de communauté dans laquelle tu peux t'entraider. Donc, il y a ça qui va continuer à exister quand bien même c'est pas moi qui suis là pour créer les échanges. Et après, le compte Instagram, tu vois, par exemple, en ce moment, on l'utilise pour mettre en avant. On a, je dis on parce que je l'ai fait avec Louise qui a travaillé avec moi ces 6 derniers mois, mis en place un truc qui s'appelle Humans of Generation XX qu'on a pompé sur Humans of New York. Et en gros, on met en avant des photos de gens qui écoutent Génération XX. Et en fait, on a demandé aux gens d'écrire un texte sur qu'est-ce que ça veut dire grandir pour eux. Et du coup, on publie plein de trucs comme ça. Et donc il y a plein de témoignages et je trouve ça hyper chouette en fait d'ouvrir la page Génération XX et de voir plein de photos de plein de gens que je ne connais pas et qui ont fait confiance pour parler d'un truc perso et qui vont dire bah pour moi grandir c'était machin. Et il y a des récits qui sont hyper personnels, tu vois. Pour l'instant on n'a pas publié beaucoup mais on en a reçu plein et on va les publier comme ça au fur et à mesure. Et je trouve ça chouette en fait de se dire bah ça devient voilà un espace dans lequel bah on peut continuer ce truc de mettre en avant des histoires, des récits, de permettre à des gens de se sentir bien pour voilà partager leur façon d'être, leur façon de voir les choses, leur vision de la société. Enfin, et tu vois tout à l'heure quand tu disais la portée politique de ce qu'on fait, bah je pense que ça c'est une action politique, par exemple, de dire à des gens bah en fait ce que tu penses t'as le droit de le penser et en plus on va montrer à d'autres que tu le penses parce que peut-être que déjà ça va te faire du bien. Il y a tous les gens dont on a publié le texte nous ont écrit derrière en disant j'ai reçu des messages trop gentils suite à la publication de mon texte, ça me fait trop du bien et tout. Et moi je me dis mais c'est génial, c'est trop chouette. Tu vois, je le fais à mon échelle, mais c'est trop cool. Donc du coup voilà ce qui se passe pour Génération XX. Et après pour moi de manière personnelle, j'ai un projet que j'aime auquel je pense, qui est une sorte de suite de tout ce que j'ai appris de Génération XX. Mais pour être très honnête, j'ai aussi besoin de me reposer un tout petit peu pour faire la transition, parce que honnêtement, ces 4 ans ont été quand même assez épuisants. Et du coup, je pense que j'ai aussi besoin de faire une petite pause, tu vois, pas un truc trop long, mais et puis juste tu es en train de finir un chapitre. Exactement, bien finir un chapitre, absolument. Tu vois, j'ai une idée assez claire pour la suite, mais aussi prendre le temps que cette idée, voilà, elle décante et après lancer peut-être autre chose et on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr et c'est marrant parce que du coup, je sais pas si les gens le savent déjà. Les gens qui vont nous écouter maintenant, mais oui, parce que moi, je vais publier l'épisode maintenant. Mais Marie, on a enregistré un épisode pour Génération XX ensemble ce matin. Et tu disais que tu t'es rendu compte que t'adores apprendre. Et en fait, moi aussi. Moi aussi, je me suis rendu compte que j'adore apprendre parce que c'est ça qui te donne le sentiment d'être en vie, en fait. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais l'envie de, enfin, ce truc de mouvement, ce truc de rapport au monde où t'es dans la curiosité, dans apprendre à te connaître, etc. Mais en fait, c'est ça qui est passionnant. Ça veut dire que t'es vivant et que t'es dans le mouvement, t'as envie d'apprendre. Et moi, je pense que c'est ça que j'ai envie de continuer à faire, quel que soit le projet finalement derrière, en fait. Et donc, tu vois, finalement, sur toutes ces questions de réussite, d'échec, etc., je veux dire, finalement, si je lance un projet derrière et que ça marche pas, enfin, je veux dire, maintenant, c'est pas que je m'en fous, bien sûr que ce sera peut-être dur à digérer tout, mais je veux dire, pour moi, c'est pas ça la réussite, quoi. Enfin, si j'apprends des choses et tout, et si je me sens à ma place, c'est là où je me dis j'ai réussi. Donc bon, après, je pense que de toute façon, on est tout le temps en train de chercher sa place. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. C'est d'être tout le temps dans cette espèce de mouvement, de monter des projets, de voir ce qui marche pas, de sentir qu'on est
Tu vois, moi, quand je te parle et quand tu m'as raconté tout ton parcours de libraire et tout, enfin, je trouve ça me remplit d'énergie, en fait. Vraiment, je me dis, mais c'est génial, cette passion. Enfin, tu vois, ça me nourrit, en fait. Et du coup, après, moi, j'utilise aussi cette passion-là pour faire d'autres choses. Et tu vois, c'est un truc qui se passe. J'y crois vachement. J'y crois vachement. J'ai l'impression d'avoir parlé d'un truc ésotérique, mais pas du tout. Non, alors que pas du tout. Et j'étais en train de me faire la même réflexion, tu vois, en me disant, tiens, on va terminer l'épisode. Et en fait, c'est hyper riche, toute la discussion qu'on vient d'avoir. En fait, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'il y a une espèce de la discussion et les réflexions, c'est du carburant pour que toi, tu fasses autre chose. Exactement. Et je pense que c'est ça le but, tu vois, c'est qu'on se nourrit les uns les unes les autres. Et on fait notre projet, et quand il y a, et c'est pour ça que je voulais quand même dire qu'il fallait que j'avais envie d'avoir un petit moment de pause, c'est que je pense que c'est hyper important aussi de prendre du temps pour soi, et ne pas être que dans, tu vois, donner, etc. Je pense que c'est bien, mais voilà, et les moments où t'as besoin d'énergie, moi je la puise aussi quand je vois d'autres gens qui montent des projets, etc., qui font avancer les choses. Et je pense qu'on est dans un moment qui est morose, dans lequel il y a plein de gens qui n'ont pas de perspective, qui ont peur que certaines luttes n'avancent pas, que le monde ne change pas, etc. Et je pense que c'est pas, enfin, non, en fait, il y a des choses qui se passent, il faut, et justement, il faut aller trouver de l'énergie là où il y en a, et il faut continuer d'avoir des projets, il faut pas baisser les bras, et bien sûr que c'est dur, oui, ça c'est clair que c'est dur. Mais si tu baisses les bras, là ça s'arrête. Alors que si on est là à se nourrir, waouh, moi je sais pas, moi ça me nourrit. Enfin, je sais pas, parce que ça paraît complètement après abstrait, c'est pas du tout. C'est au contraire, en fait, vraiment, c'est ça. Tu vois. Ouais. C'est ça nourrit, ça galvanise, ça motive, ça oriente vers autre chose, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça, en fait, c'est une forme de soutien. Complètement. Même si le parcours de l'autre est différent, ou l'action ou les projets, en fait, il y a une espèce de résonance qui se fait et qui continue à distiller, en fait, des idées intéressantes, à semer des graines. Absolument. Et tu vois, je pense que quand je parlais de ce livre de la démocratie féministe, mais même quand on discute tout à l'heure des nouvelles formes de société qui existent, de redéfinir le pouvoir, etc., tout ça, je trouve ça passionnant, et je trouve qu'il faut embrasser tout ça et se dire, bah oui, on peut faire les choses autrement, on peut, tu vois, par exemple, quand j'ai juste abrégé là-dessus, parce que sinon tu vas me lancer pendant encore 20 heures de contenu, quand on a identifié ces valeurs d'intuition, d'empathie et de curiosité de Génération XX. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est pas le cliché des valeurs féminines, d'être dans l'empathie, machin? Et en fait, je me dis, mais déjà, non. Enfin, est-ce qu'on peut... Je ne pense pas qu'il y ait des qualités qui soient c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut parler d'intuition, ce serait forcément féminin? Non, mais pas du tout, tu vois. Enfin, après qu'on l'ait associé aux femmes, ça c'est vrai, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. C'est une construction. C'est complètement une construction. Mais je me dis, bah... En fait, plutôt que de tout le temps voir, et d'ailleurs, quand on l'associe aux femmes, c'est toujours un côté un peu gentil. Bien sûr. Tu vois, quand t'es à l'écoute, c'est vraiment, t'es la gentille la bonne poire, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi redonner un peu de la valeur à toutes ces qualités. Et si, d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si on les a refourguées aux femmes, c'est que clairement, c'était pas synonyme de pouvoir et enfin voilà. Bah non, au contraire, il faut se dire, être à l'écoute, c'est pas simple, hein. C'est pas du tout un truc gentil ou quoi. C'est hyper radical d'être à l'écoute. Ça veut dire que tu t'ouvres aux autres. Ça veut dire que t'acceptes d'être violenté toi dans tes conceptions du monde, dans tes croyances, etc. Ça veut dire que tu prends le temps. Enfin, c'est un vrai truc. C'est dur d'être à l'écoute. C'est dur d'être vraiment dans l'empathie et de ne pas mettre des gens dans des cases. C'est super simple de mettre des gens dans des cases. C'est dur de lutter contre ces biais. C'est dur d'apprendre. C'est dur de revoir ses conceptions du pouvoir, de la réussite, etc. C'est pas du tout simple. Et l'intuition, c'est hyper dur de s'écouter. Enfin, je veux dire, plein de gens ne s'écoutent pas du tout et foncent dans des trucs parce qu'on leur a dit de faire comme ça et ils s'écoutent pas du tout. D'être curieux, mais c'est hyper dur. Ça veut dire que tu vas écouter des trucs, tu vas te forcer à aller écouter des trucs ou voir des trucs que tu ne connais pas. Donc tu vas vers l'inconnu qui fait peur, etc. C'est hyper dur. Ouais, je me suis dit, mais il faut que ces qualités qu'on a juste refourguées aux femmes en disant c'est des trucs de bonne poire, bah en fait pas du tout. Et c'est pas que aux femmes de se les réapproprier, c'est aussi aux hommes et à toutes les personnes, peu importe le genre auquel on s'identifie ou pas,
de faire de la place à ces qualités-là, à être à l'écoute, à avoir envie d'apprendre, à considérer les autres, à avoir envie de faire société, à avoir envie de repenser des structures de pouvoir existantes, à vouloir la paix plutôt que la guerre. Enfin, je sais pas, moi je trouve que tout ça, c'est épuisant. Franchement, parfois je me dis, ce serait tellement plus simple d'être misogyne, raciste, et juste d'en avoir rien, et d'être individualiste, et d'en avoir rien à faire de personne, et de ne penser qu'à soi. Clairement, ça doit être, tu dois avoir moins de nœuds dans ton cerveau, mais qu'est-ce que c'est chiant. Mais franchement, alors que vouloir, voilà, il y a tellement plus de richesse dans construire avec les autres, dans réfléchir, dans se questionner, c'est difficile, c'est clair, mais c'est extrêmement riche. Je pense que... Enfin, en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire, même si je suis épuisée, clairement. Et encore, comme je disais tout à l'heure, je ne suis même pas militante à me prendre dans la tête des trucs, et déjà, je suis épuisée. Alors, imagine si on m'envoie sur le terrain. Mais bon, je trouve ma place à ma façon aussi, quoi. Ouais, puis de toute façon, c'est s'arrêter pour mieux repartir. Attends, on recharge les batteries et on continue. C'est clair. Ok. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie. Merci de m'avoir écouté. Merci, Siam. À bientôt. À bientôt. C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépigniez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.